L'économie, c'est un sujet qui peut paraître super complexe, hein. On a l'impression que c'est une machine énorme avec des tas de rouages qu'on ne voit même pas. Mais, et si on pouvait en dessiner la carte, si on pouvait voir, vraiment voir, comment chaque euro dépensé, chaque salaire gagné s'emboîte parfaitement dans un grand circuit? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va tenter de faire ensemble. Et pour ça, on va commencer avec un objet du quotidien, un truc d'une simplicité presque trompeuse. Alors voilà, la question est toute simple. Comment on fabrique un crayon? Facile, non? On se dit un bout de bois, une mine en graphite, une petite gomme au bout, et c'est tout. Sauf que cette question, qui peut paraître presque enfantine, elle est inspirée d'un célèbre économiste, Milton Friedman, et elle cache un paradoxe. Mais un paradoxe absolument fascinant, qui est en fait la clé pour comprendre toute l'économie. Parce qu'en réalité, la fabrication d'un simple crayon, c'est une sorte de miracle de coopération. Pensez-y un instant. Le bois, du cèdre, qui vient peut-être des forêts du Canada, il a fallu des bûcherons, des camions, des scies, le graphite pour la mine, extrait à des milliers de kilomètres, peut-être en Chine, et la petite gomme, elle vient du caoutchouc qui pousse encore ailleurs. En fait, il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont collaboré pour faire ce crayon. Et le plus fou dans tout ça, c'est que personne ne les a dirigés. Il n'y a pas de ministre du crayon qui a tout organisé. C'est ça la magie de l'économie. Alors, pour décortiquer cette magie, voici notre plan de route. On vient de voir le paradoxe du crayon. Maintenant, on va identifier les grands acteurs de l'économie. Ensuite, on va les relier entre eux pour construire notre fameux circuit économique. Après ça, on verra comment ça se traduit en quelques équations très simples. Et enfin, on regardera comment tout ça s'équilibre parfaitement. Allez, c'est parti pour la première étape. Qui sont les joueurs sur ce grand terrain de jeu? Évidemment, on ne peut pas suivre chaque personne individuellement, ce serait impossible. Alors, pour y voir plus clair, les économistes les regroupent en grandes familles, si on veut. C'est ce qu'on appelle les agents économiques. Et un agent économique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. C'est un centre de décision. Ça peut être une famille, une entreprise ou même l'État. C'est une simplification, c'est vrai, mais elle est absolument nécessaire si on veut comprendre la vue d'ensemble sans se noyer dans les millions de décisions individuelles de chaque instant. Alors, en général, on en distingue 5 grands. Premièrement, il y a les ménages. Leur rôle principal, c'est de consommer. Ensuite, on a les sociétés non financières, en gros, les entreprises qui produisent les biens et les services. Troisièmement, les sociétés financières, comme les banques, dont le job est de faire circuler l'argent. Puis viennent les administrations publiques, l'État, qui redistribue les richesses et fournit des services. Et enfin, le cinquième acteur, c'est le reste du monde pour tous nos échanges avec l'étranger. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que chacun de ces agents a une fonction principale et des ressources bien à lui. Les ménages, par exemple, leur ressource principale, c'est leur salaire. Les entreprises, c'est le fruit de leur vente. L'État, lui, ce sont les impôts. C'est vraiment comme si chaque agent était une pièce d'un grand puzzle, avec sa propre forme et sa propre couleur. Bon, maintenant qu'on a nos pièces du puzzle, l'étape suivante, c'est de les assembler. On va connecter tous ces agences et commencer à dessiner les flux qui circulent entre eux. Les flux d'argent, de travail, de biens. C'est là que notre carte va vraiment commencer à prendre forme et que l'économie devient vivante. Alors, on commence avec le circuit le plus simple possible. Juste 2 acteurs, les ménages et les entreprises. Comment ça marche entre eux? C'est une boucle. Les ménages, ils vont travailler pour les entreprises. En échange, ils reçoivent un salaire. Et avec ce salaire, eh bien, ils achètent les produits et les services que ces mêmes entreprises fabriquent. Vous voyez, c'est une boucle, un flux qui va dans les 2 sens. Le travail contre un salaire, le salaire contre des produits. C'est la base de tout. Ok, mais bien sûr, dans la vraie vie, les ménages ne dépensent pas 100% de leur salaire. Une partie, ils la mettent de côté, c'est l'épargne. Où va cet argent? Dans les banques, le système financier. Et là, question cruciale, que font les banques avec cette épargne? Elles ne la gardent pas dans un coffre. Non, elles la prêtent aux entreprises qui, elles, ont besoin d'argent pour investir. C'est-à-dire acheter des machines, construire des usines. Les banques sont donc ce lien essentiel entre ceux qui épargnent et ceux qui investissent pour faire grandir l'économie. Maintenant, ajoutons une 3e grande pièce à notre circuit, l'État. Son rôle? Il prélève des impôts sur les ménages et sur les entreprises. Et avec cet argent, il fait 2 choses principales. D'une part, il finance des services publics, comme les écoles, les hôpitaux, les routes, des choses qu'on n'achète pas directement au supermarché. D'autre part, il redistribue une partie de cet argent, par exemple via des allocations. L'État devient donc un régulateur central qui interagit avec tout le monde. Et enfin, pour que notre carte soit complète, il faut ouvrir les frontières. Aucune économie ne vit en autarcie. On ajoute donc le reste du monde. Nos entreprises vendent des produits à l'étranger. Ce sont les exportations, et ça fait rentrer de l'argent dans notre circuit. À l'inverse, on achète des produits fabriqués à l'étranger, ce sont les importations, et ça fait sortir de l'argent. Et voilà, notre circuit est maintenant complet,
on a tous les acteurs et tous les flux principaux. Bon, on a notre belle carte visuelle. Maintenant, on va voir comment tout ça peut se résumer en quelques équations. Et pas de panique, hein, ce n'est pas pour compliquer les choses. Au contraire, c'est pour en extraire la logique la plus pure, la plus fondamentale. Prenons tout le revenu qui est généré dans le pays en un an. On l'appelle Y. Que devient cet argent? Du point de vue de ceux qui le reçoivent, il n'y a que 3 possibilités. Soit on le dépense, c'est la consommation, C. Soit on le met de côté, c'est l'épargne, S. Soit on le donne à l'État, ce sont les impôts, T. C'est tout, il n'y a pas de quatrième voie. Donc logiquement, Y égale C plus S plus T. Maintenant, regardons les choses de l'autre côté. Tout ce qui est produit dans le pays, notre fameux Y, qui l'achète, qui le demande? Eh bien, il y a 4 acheteurs possibles. D'abord, les ménages, avec leur consommation, C. Ensuite, les entreprises quand elles investissent, I. Il y a aussi l'État, avec ses dépenses qu'on appelle G. Et enfin, le reste du monde qui achète nos exportations, X. Même s'il faut enlever ce que nous, on leur achète, les importations, M. Donc, Y, c'est aussi la somme de toutes ces dépenses. Y égale C plus I plus G plus X moins M. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a 2 équations qui sont toutes les deux égales à Y. Donc, on peut dire que C plus S plus T est égal à C plus I plus G plus X moins M. On peut enlever le C de chaque côté. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que S plus T égale I plus G plus X moins M. Et ça, c'est l'équation d'équilibre fondamentale. Ça nous dit que les fuites du circuit, ce qui est mis de côté via l'épargne et les impôts, doivent être exactement compensés par les injections. L'investissement, les dépenses de l'État et ce qu'on gagne du commerce extérieur, tout doit s'équilibrer. Et cette idée d'équilibre, elle n'est pas juste valable pour l'économie dans son ensemble. En fait, elle s'applique à chaque agent, un par un. C'est un principe de base, un peu comme en comptabilité. Le principe est tout bête en fait. Pour n'importe quel agent, que ce soit une famille ou une entreprise, le total de ses ressources, l'argent qui rentre, doit toujours être égal au total de ses emplois. Comment cet argent est utilisé? C'est logique, l'argent ne peut pas s'évaporer. Chaque euro qui rentre doit forcément ressortir quelque part, que ce soit en dépenses, en impôts ou en épargne. C'est une règle d'or. Regardons un exemple très concret, le compte des ménages. D'un côté, la colonne « Ressources ». On y trouve les salaires, les aides de l'État, peut-être des revenus de placement, bref, tout ce qui rentre. De l'autre côté, la colonne « Emploi ». Les dépenses de consommation, les impôts payés, et tout ce qui n'est ni dépensé ni payé en impôts, c'est l'épargne. Et si on fait le total de chaque colonne, à la fin de l'année, ça doit tomber pile. C'est mathématique. Voilà, on a construit ensemble cette carte de l'économie. C'est un modèle, bien sûr, une simplification, mais c'est un modèle incroyablement puissant pour comprendre comment les choses fonctionnent. Sauf que dans le monde réel, ces flux, ils ne sont pas toujours si fluides. Revenons à notre crayon. Imaginez que le flux d'investissement s'arrête. Plus personne n'achète de nouvelles scies. Que se passe-t-il? La chaîne se brise. Ce qui nous amène à une dernière question, pour réfléchir un peu. De tous ces flux qu'on a vus, la consommation, l'investissement, les dépenses de l'État, le commerce, à votre avis, lequel est le plus fragile? Lequel peut le plus facilement se gripper et enrayer toute la machine? La réponse à cette question, c'est l'objet de la plupart des grands débats économiques d'aujourd'hui.